Moi, Eden, je commencerai par dire que ma mère, Paisley, a toujours ardemment désiré avoir une fille. Ce n'était pas un espoir anodin. Non, c'était un rêve dont elle rêvait depuis toujours. Même enfant, je l'ai perçu dans sa façon de parler de maternité. La nostalgie dans son ton lorsqu'elle mentionnait des prénoms ou la façon dont ses yeux s'illuminaient à la vue d'une petite fille avec sa mère. Son excitation était palpable lorsqu'elle et mon père ont découvert qu'ils attendaient leur premier enfant, qui se trouvait être moi. Mais tout a basculé dès qu'elle a appris que j'allais être un garçon. Je n'étais même pas encore né. Et déjà, j'étais une déception pour elle. Ça peut paraître dur, mais elle n'a jamais vraiment cherché à le cacher. En fait, elle m'a raconté l'histoire plus de fois que je ne veux le conter. Je peux presque la réciter mot pour mot. Comment elle a pleuré dans la voiture en rentrant de l'échographie. Comment elle était assise seule dans la chambre d'enfant, à fixer le papier peint bleu pâle qu'ils avaient choisi au cas où. Elle pleurait en silence la fille qu'elle n'aurait jamais. Bien sûr que je t'aimais, Eden. Elle réagissait toujours vite, comme si cela arrangeait les choses. Mais il faut que tu comprennes, j'avais justement jeté mon dévolu sur une fille. Je savais que j'étais destiné à avoir une fille. Ça me faisait mal d'entendre ça, mais je souriais et hochais la tête, car que pouvais-je faire d'autre? J'avais grandi en sachant que j'étais le lot de consolation, et ça ne s'arrêtait pas là. Mes parents avaient prévu d'avoir d'autres enfants. Mon père a même plaisanté un jour en disant qu'il voulait un 11 de départ complet, mais la vie en avait décidé autrement. Après ma naissance, Paisley a commencé à connaître de graves complications de santé. Ce qui avait commencé par de la fatigue et des saignements irréguliers s'est transformé en années d'opérations, d'hospitalisation et d'un diagnostic difficile qui ne laissait plus de place à d'autres enfants. Le rêve d'une fille s'est estompé, mais il n'a jamais vraiment disparu. Je le voyais en elle, même quand j'étais trop jeune pour le nommer. Une sorte de chagrin silencieux, un vide qu'elle portait en elle. Et même si elle ne l'a jamais dit ouvertement, il était clair que mon existence était mêlée à son chagrin. C'était comme si chaque anniversaire, chaque étape importante de sa vie lui rappelait ce qu'elle n'avait pas eu. Avec le temps, ce désir d'avoir une fille ne faisait que s'intensifier. Je l'observais en compagnie de mes cousines, rayonnantes, souriantes, animées comme je me voyais rarement. Elle leur décoiffait les cheveux, les emmenait faire du shopping, les appelait ma chérie et ma fille. Un jour, elle avait cousu un costume d'Halloween de A à Z pour l'une d'elles. Je lui ai demandé si elle m'en avait déjà fait un. Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux et a dit « Non, mais tu n'as jamais été si fan de déguisement. » Que ce soit par des cadeaux supplémentaires, de l'affection ou la douceur particulière de son ton lorsqu'elle leur parlait, il y avait une nette différence dans sa façon d'interagir avec elle et avec moi. Curieusement, cela ne m'a pas dérangé pendant la majeure partie de ma vie. J'avais accepté que Paisley était ainsi. Je ne me sentais pas mal aimé. Je savais qu'elle tenait profondément à moi, à sa manière. Et j'avais accepté le fait que je n'étais tout simplement pas celui qu'elle espérait. Jusqu'à ce que Méline entre en scène. Méline était la fille du meilleur ami de lycée de Paisley, qu'elle avait perdu de vue depuis longtemps. Quelqu'un que ma mère avait retrouvé après des années d'absence. Quand ma mère a rencontré Méline pour la première fois, elle a été visiblement bouleversée. Je me souviens de la façon dont ses yeux se sont illuminés, de la façon dont son attitude a changé, comme si elle venait de tomber sur quelque chose de rare et de précieux. « Oh mon Dieu, Eden », a-t-elle dit plus tard dans la journée, presque vibrante d'excitation. Elle est magnifique. Absolument magnifique et tellement bien élevée, en plus. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la bonne. Ce fut le début. À l'époque, j'étais célibataire, et ma mère avait déployé des efforts considérables pour trouver l'âme sœur. Au fil des ans, elle m'avait présenté une ribambelle de femmes, amies, filles, collègues, nièces, et même une serveuse occasionnelle au sourire craquant. Aucune ne collait. En général, j'allais juste la voir, souriant poliment, en disant des choses comme « Bien sûr, je l'appelle ». J'avais bien l'intention de ne pas le faire, mais avec Méline, c'était devenu autre chose. Ma mère ne lâchait rien. Elle était exactement ce qu'il te faut. Elle n'arrêtait pas de me le répéter. Elle est belle, polie, elle a le sens de la famille. Et pense que sa mère était ma meilleure amie. C'est le destin, Eden. Vraiment. Au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Je n'avais aucun intérêt à être poussé dans quelque chose juste parce que ça correspondait aux critères de ma mère. Mais plus je résistais, plus elle insistait. Toutes les conversations revenaient sur Méline. Je dis ça comme ça.
Elle disait devant un café, d'un ton décontracté, mais le regard calculateur. Tu ne rajeunis pas. Ça te tuerait d'aller à un rendez-vous? Finalement, j'ai cédé. Je n'étais pas curieuse. Pas vraiment. Je voulais juste qu'elle arrête. Je pensais que si j'allais à ce rendez-vous arrangé, que je supportais quelques heures gênantes et que je revenais poliment, ça ne marcherait pas, elle laisserait tomber. Mais quand j'ai rencontré Méline, j'ai dû admettre que ma mère n'avait pas exagéré. Elle était incroyablement belle. Le genre de beauté qui faisait tourner les têtes dès son entrée. Élégante, gracieuse, sûre d'elle dans ses gestes. Nous nous sommes assises pour dîner, et pendant les 15 premières minutes environ, je suis restée étrangement silencieuse. Non pas par intimidation, mais parce que je cherchais par où commencer. Alors, j'ai repris mon approche habituelle. Alors, en regardant le menu, j'ai demandé, qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes objectifs? Que te vois-tu faire dans 5 ou 10 ans? Elle n'a pas hésité. Je veux être mère au foyer. Cela m'a arrêté une seconde. J'ai cligné des yeux. D'accord. J'ai dit lentement. C'est juste. La famille, c'est important, mais comme avant, as-tu quelque chose à faire en attendant? Une carrière? Un projet qui te passionne? Elle haussa légèrement les épaules et m'adressa un sourire doux, presque désolé. Je veux juste être une femme au foyer. Je la regardais, sincèrement perplexe, tandis qu'elle commençait à m'expliquer son point de vue. Ma mère est restée à la maison toute ma vie, dit Méline, en faisant tourner sa paille dans son verre jusqu'au décès de mon père, et leur mariage était solide, vous savez. Elle était là pour tout. Les sorties scolaires, les dîners maison, les anniversaires. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que je le veux. J'ai hoché la tête poliment, mais au fond de moi, quelque chose s'est doucement dégonflé. Je pouvais respecter que ça fonctionne pour sa famille. Je n'allais pas rejeter l'histoire personnelle ou les valeurs de quelqu'un. Mais pour moi, c'était juste différent. Je voulais quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a un but, que ce soit dans une carrière, une activité créative, du bénévolat, ou autre. L'idée que quelqu'un veuille être une épouse au foyer dès le départ ne correspondait pas à mes valeurs, surtout quand j'étais encore dans la galère, à travailler à ma propre construction. Méline n'avait pas honte de son point de vue. Au contraire, elle en semblait fière. Elle croyait préserver un héritage, une formule éprouvée pour un foyer heureux. Mais j'avais l'impression qu'elle avait déjà décidé de sa vie et qu'elle n'attendait que l'homme idéal pour la financer. À cette époque, Méline et sa mère vivaient chez leur oncle, qui prenait en charge toutes leurs dépenses. Sa mère, tout comme Méline, refusait toujours de travailler, même des années après la mort de son mari. À mon retour de ce premier rendez-vous, j'étais indéniablement déçu. Je ne m'attendais pas à grand-chose, principalement parce que je le faisais uniquement pour faire taire Paisley. Mais malgré tout, une petite partie de moi espérait que j'avais tort. Que Méline puisse me surprendre. Elle ne l'a pas fait. Naturellement, Paisley n'était pas ravie quand je lui ai raconté comment ça s'était passé. Tu ne lui as même pas laissé sa chance, a-t-elle dit d'une voix rauque et frustrée. Un rendez-vous, Eden. Tu ne peux pas connaître quelqu'un après un seul dîner. J'en sais assez pour savoir que nous voulons des choses très différentes, ai-je répondu en essayant de garder un ton calme. Elle veut être une femme au foyer. Je veux quelqu'un qui construit sa propre vie. Ce n'est pas un jugement, maman. C'est juste une incompatibilité. Mais tu n'as pas essayé, a-t-elle insisté. Si tu passes plus de temps avec elle, tu verras ce que je vois. Je ne vais pas forcer une connexion qui n'existe pas. J'ai dit fermement. S'il te plaît, laisse tomber. Ça n'arrivera pas. J'aurais dû m'en douter. Paisley n'était pas du genre à abandonner facilement, surtout quand elle avait un coup de cœur pour quelque chose, ou dans ce cas, pour quelqu'un. Peu de temps après cette conversation, elle m'a invité à dîner chez elle. Ce n'était pas inhabituel. Elle me demandait souvent de venir manger un morceau ou juste prendre des nouvelles. Mais cette fois, en franchissant la porte et en entrant dans le salon, je me suis figé. Méline était là, assise sur le canapé, un verre de vin à la main, discutant tranquillement avec Paisley comme si elle était à sa place. Apparemment, ma mère avait décidé de l'inviter aussi, histoire de nous forcer à nous revoir. Dès mon arrivée, Paisley et mon père se sont précipités dehors, un sourire presque malicieux aux lèvres. Bon rendez-vous. Ma mère a pépié en attrapant son sac à main et en suivant mon père.
Je suis restée plantée là, stupéfaite. Attends, quoi? J'ai réussi, mais la porte se refermait déjà derrière eux. J'étais absolument mortifié. À en juger par l'expression de Méline, elle ressentait exactement la même chose. Nous sommes restés là, toutes les deux, prises dans l'un des silences les plus gênants que j'ai jamais connus. Aucun de nous ne savait quoi dire ni comment gérer la situation. C'était comme si on m'avait arrangé un rendez-vous sans mon accord, en plein milieu de la maison de mes parents, sans aucune issue en vue. Pendant quelques longues et pénibles minutes, nous sommes restés plantés là, sans savoir quoi faire. J'aurais pu inventer une excuse, dire que j'avais oublié que j'avais quelque part où aller et partir. Mais quelque chose m'en a empêché. Je ne voulais pas l'embarrasser davantage. Après tout, elle était tout autant victime que moi de l'excès de zèle de ma mère. Alors, au lieu de filer, j'ai laissé échapper un petit rire. Enfin, ai-je dit en me frottant la nuque. C'est quelque chose. Méline a ri aussi, gênée et amusée. Ouais, je ne me doutais pas qu'elle allait faire ça. Elle m'a dit de passer prendre un café et de l'aider à ranger ses vieilles photos. Nous nous sommes assis tous les deux dans le salon, encore un peu hésitants, mais au moins plus à l'aise. Je me suis dit que puisque nous étions déjà là et que nous n'avions rien de mieux à faire, autant lui parler, apprendre à la connaître sans pression. Alors, dis-moi plus sur toi, dis-je. Elle m'a regardé pensivement pendant une seconde, puis a admis, en fait, tu me plaisais bien après notre premier rendez-vous. Je pensais que ça s'était bien passé, mais ensuite tu n'as jamais appelé. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je me suis dit que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Il n'y avait aucune agressivité passive, aucune attitude défensive, juste une vulnérabilité ouverte. J'ai hoché la tête lentement, en choisissant mes mots avec soin. Tu n'as rien fait de mal, Méline. Tu es gentille, belle et facile à aborder. J'avais juste l'impression que nous recherchions des choses différentes dans la vie. Je suppose que je ne voyais pas comment ça marcherait. Elle a baissé les yeux un instant, puis a croisé mon regard à nouveau. Quand j'ai dit que je voulais être femme au foyer, je ne voulais pas dire que je voulais rester les bras croisés, a-t-elle dit doucement. Même si je n'ai pas d'enfant tout de suite, je voudrais quand même contribuer. Je fais beaucoup de bénévolat à l'église, surtout. Je travaille avec des enfants, j'aide à organiser des collectes de nourriture, je donne parfois des cours particuliers. Ce n'est pas un travail, je suppose, mais c'est important pour moi. J'ai été surprise. Non seulement par ses paroles, mais aussi par la sincérité avec laquelle elle les exprimait. Elle n'était ni paresseuse ni désinvolte comme je l'avais supposé. Elle avait simplement une vision différente du but de la vie. La sienne était ancrée dans l'attention, le don et la foi. Ce genre de générosité, authentique, discrète et constante, n'est pas chose courante. Pour la première fois, j'ai commencé à découvrir une autre facette de Méline, une facette à laquelle je n'avais pas vraiment donné l'occasion d'émerger. Et malgré les doutes persistants et les réserves qui vacillaient encore quelque part au fond de mon esprit, je me suis surpris à faire quelque chose d'inattendu. Je l'ai regardé et lui ai dit, ça te dirait qu'on se retrouve pour un vrai deuxième rendez-vous? Pas de piège, pas de surprise, juste nous deux. Méline et moi avons fini par sortir ensemble pendant environ un an avant de décider de franchir le pas et de nous fiancer. Cela semblait logique. Nous étions à l'aise l'une avec l'autre, avions trouvé un rythme, dans l'ensemble, tout allait bien entre nous. À peu près à la même époque, j'ai obtenu une promotion professionnelle. C'était une avancée majeure, tant en termes de titre que de salaire, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment en sécurité financière. Cette promotion m'a donné confiance, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma capacité à soutenir quelqu'un d'autre. Je savais que si Méline et moi nous marions, je pourrais lui apporter la stabilité qu'elle désirait. Cette sécurité, combinée aux encouragements, ou plus exactement, à la douce pression de nos deux mères, a fait que cette décision semblait moins un saut qu'une fatalité. Paisley, en particulier, semblait mener une campagne synchronisée avec la mère de Méline, nous rappelant constamment que le temps ne ralentit pas et que si nous voulions fonder une famille un jour, nous devions commencer à bouger. Le problème n'était même pas que Méline et moi étions pressés d'avoir des enfants. Nous avions parlé d'attendre quelques années, mais leurs remarques incessantes, ces petits coups de pouce masqués par l'inquiétude, m'avaient épuisé. Finalement, j'ai fait ma demande, et une fois faite, c'était comme si Paisley attendait avec un dossier de mariage à la main. Elle a pris les choses en main presque instantanément. Ne vous inquiétez de rien, nous a-t-elle dit, presque radieuse. Je m'occupe de tout.
Ce sera parfait. Et elle était sincère. Paisley a proposé de payer elle-même l'intégralité du mariage et a insisté pour que ce soit le plus grand événement que notre ville ait connu depuis des années. C'était généreux, indéniablement, mais aussi bouleversant. Chaque petit détail devait passer par elle. Le lieu, le menu, la musique, les compositions florales. Elle était dans son élément, traitant le mariage de Méline comme l'aboutissement d'un rêve de toujours. On aurait dit que c'était plus son mariage que le nôtre par moment. Mais au final, la cérémonie était magnifique, somptueuse, extravagante, mais magnifique. Et quand j'ai vu le sourire radieux de Méline, comme si rien d'autre n'existait au monde, je me suis dit que ça en valait la peine. Après la lune de miel, la réalité m'est revenue brutalement. Je me suis replongé dans le travail, et les nouvelles responsabilités liées à ma promotion ne m'ont pas vraiment permis une réintégration en douceur. De longues heures, des réunions interminables, des attentes plus élevées. C'était intense, mais j'étais déterminé à faire en sorte que ça marche. Méline a emménagé chez moi sans problème. Juste. Comme nous en discutions, elle s'est pleinement investie dans son rôle de femme au foyer. Fidèle à sa parole, elle a continué son bénévolat dans une église voisine. Pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour qu'elle reste impliquée. C'était une passion qui l'avait toujours passionnée, et je respectais cela. Mais peu de temps après notre mariage, j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans la routine de Méline. Comme nous n'avions jamais vécu ensemble auparavant, emménager après le mariage a été une révélation. J'ai commencé à remarquer toutes ces petites choses dans le quotidien de Méline qui n'étaient jamais apparues pendant notre relation. Certaines étaient des bizarreries inoffensives, mais d'autres ont commencé à altérer l'image que je m'étais faite de notre vie de couple. L'une des premières choses qui m'a vraiment surprise a été son insistance à ce que j'envoie de l'argent à sa mère tous les mois. Ça a commencé comme ça, comme une suggestion en passant. Tiens, je me disais, a-t-elle dit un matin au petit déjeuner. On pourrait peut-être commencer à envoyer un petit quelque chose à maman chaque mois, tu sais, pour l'aider. J'ai levé les yeux de mon café, surprise. Je pensais que ton oncle s'occupait de tout. C'est vrai, dit-elle rapidement. Mais il en a déjà assez fait. Je pense juste que ce serait gentil, respectueux. Vraiment ? Enfin, on a largement assez. Tu ne crois pas que c'est ton devoir de bon gendre ? Son ton était doux, mais son regard était ferme. Je ne voulais pas discuter, surtout pas au petit déjeuner, mais quelque chose dans sa façon de formuler la chose ne me convenait pas. Ce sujet n'avait jamais été abordé auparavant. Pas une seule fois dans nos conversations sur les finances ou les obligations familiales. Et maintenant, sans prévenir, on attendait de moi une nouvelle responsabilité mensuelle. Je n'ai pas dit non immédiatement. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais même cette réponse a semblé la décevoir. Et puis il y avait ces allées et venues. J'avais imaginé, peut-être naïvement, que puisque Méline avait choisi d'être femme au foyer, elle serait, disons, plus souvent à la maison, à s'occuper des tâches ménagères, des repas, des tâches quotidiennes liées à ce rôle. Elle disait vouloir. Mais au lieu de ça, elle était constamment dehors, et pas seulement pour faire des courses. Elle s'absentait pendant des heures la journée et revenait souvent tard le soir, juste avant mon retour du travail. Plus d'une fois, en franchissant la porte, je l'ai trouvée en train de courir dans la cuisine, se démenant pour préparer le dîner comme si elle venait de se rappeler mon existence. Un soir, je lui ai demandé directement « Où étais-tu toute la journée ?» Elle a à peine levé les yeux de la planche à découper. J'aidais une femme que j'avais rencontrée à l'église. Elle essaie de se remettre sur pied après avoir quitté une relation abusive. J'ai dû la conduire dans un refuge. Puis nous nous sommes arrêtés faire les courses. Une autre fois, c'était un enfant du quartier qui avait besoin d'aide pour ses devoirs. Une autre fois, un homme expulsé qui n'avait nulle part où aller. J'ai respecté sa compassion. Vraiment. C'était une des choses que j'avais appris à admirer chez elle au début. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer la frustration grandissante en moi. Nous avions une compréhension, tacite peut-être, mais comprise, qu'elle s'occupait de la maison, et ça ne se faisait pas. Le dîner était souvent tard. Parfois, c'était juste à emporter. Le linge s'accumulait. La salle de bain restait inutilisée pendant des jours. La poussière s'accumulait dans les coins. J'avais l'impression de rentrer dans un endroit aussi peu géré que lorsque je vivais seul. J'essayais d'être patiente. Je ne voulais pas être autoritaire ni méprisante envers ses passions. Alors, j'ai abordé le sujet avec douceur plus d'une fois.
dis donc, ai-je dit un soir après le dîner. On peut parler de quelque chose? Elle hocha la tête en posant sa fourchette. J'apprécie tout ce que tu fais pour les autres. Vraiment. Mais j'ai aussi besoin de savoir que tout va bien ici, à la maison. Il y a peut-être un moyen de concilier les deux. Gérer les tâches quotidiennes tout en trouvant du temps pour le bénévolat. Son visage s'est assombri un instant, puis elle a souri faiblement. Tu as raison. J'ai juste été à bout de souffle ces derniers temps. Je ferai mieux. Promis. Mais rien n'a changé. La semaine suivante et la semaine d'après, c'était la même histoire. En retard. Les dîners, le linge non lavé et l'excuse sempiternelle qu'elle avait été occupée à aider les autres. Un week-end, alors que Méline était de nouveau bénévole, j'ai décidé de lui faire une surprise. Ce n'était pas censé être un coup de main. Je pensais sincèrement que ce serait un geste gentil. Peut-être que j'arriverais avec un café, que je l'aiderais à porter des cartons, que je passerais du temps avec elle pendant qu'elle était dans son élément. Je me suis dit que ce temps de qualité serait bienvenu, surtout vu le peu de fois où nous nous étions vus cette semaine. Je suis donc allé à l'église qu'elle mentionnait toujours par son nom, celle où, disait-elle, elle passait le plus clair de son temps. En arrivant, je suis entré, m'attendant à la trouver quelque part dans la salle commune ou peut-être en train de collecter des dons au fond. J'ai regardé autour de moi, puis je me suis approché d'une femme qui disposait des chaises près de l'autel. « Excusez-moi, ai-je dit. Je cherche ma femme, Méline. Je crois qu'elle est bénévole ici aujourd'hui. » La femme m'a adressé un sourire poli mais perplexe. « Méline ?» J'ai hoché la tête. « Oui, elle vient ici depuis un moment. Je crois. » Elle a mentionné qu'elle aidait au programme de sensibilisation. Elle a froncé les sourcils et a secoué la tête. Je fais partie de l'équipe de sensibilisation depuis presque un an. Je ne crois pas l'avoir rencontrée. Le nœud dans mon estomac a commencé à se resserrer. Essayant toujours de lui accorder le bénéfice du doute, j'ai demandé autour de moi, j'ai parlé à 3 personnes pour en savoir plus. Chacune m'a lancé le même regard vide quand j'ai prononcé son nom. Personne ne savait qui elle était. Quelques-unes ont même vérifié auprès d'autres membres du personnel. Elle est bénévole ici régulièrement. L'un d'eux m'a posé la question, essayant visiblement de se rafraîchir la mémoire. Désolé, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vue. C'est là que j'ai vraiment compris. Elle n'avait pas juste séché quelques séances. Elle n'y était jamais allée. Pas une seule fois. Pendant des mois, elle me disait qu'elle passait ses journées dans cette église, se consacrant corps et âme au service, aidant les gens, et rien de tout cela n'était vrai. Je suis resté là un long moment sur le parking de l'église, le téléphone toujours à la main, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. J'ai continué. Je repensais à toutes les fois où elle était rentrée épuisée, pleine d'histoires détaillées sur les personnes qu'elle aidait, de noms, de situations, de conversations qui semblaient maintenant inventées de toutes pièces. Je ne voulais pas y croire, mais les faits étaient là. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas moi qui me trompais de nom d'église. Elle m'avait regardé droit dans les yeux jour après jour et menti. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas la confronter immédiatement. J'avais besoin d'être sûr. Alors, quand elle a franchi la porte d'entrée, j'ai gardé un visage neutre et une voix calme. « Salut, lui ai-je demandé, comment s'est passée ta journée ?» Elle a souri en posant son sac à main. Long, on était à court de personnel. Du coup, j'ai fini par ranger tout le garde-manger moi-même. Oh, et tu te souviens de cette femme dont je t'ai parlé, celle avec les 2 enfants? Elle est revenue aujourd'hui. On lui a trouvé un endroit où loger. Franchement, c'était une journée vraiment enrichissante. J'ai hoché la tête lentement. Super. De quelle église s'agissait-il déjà? Elle n'a même pas cligné des yeux. La même, bien sûr. Et puis elle a prononcé le nom. Le nom. Le nom exact. Une de celles que j'avais visitées. Celle où personne n'avait jamais entendu parler d'elle. C'était ça. C'est à ce moment-là que le soupçon a cessé d'être une certitude. Quelque chose clochait sérieusement. Elle ne se contentait pas de garder des secrets. Elle construisait des histoires mensongères. Et je n'avais aucune idée de la raison. Que faisait-elle vraiment? Où allait-elle chaque jour? J'avais besoin de le savoir. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler comme d'habitude, j'ai discrètement garé ma voiture à quelques mètres de chez nous,
assez loin pour être hors de vue, mais assez près pour garder un œil sur Méline. J'avais pris ma décision. J'allais la suivre. J'avais besoin de voir par moi-même où elle passait ses journées. Une part de moi, peut-être la dernière part d'espoir, voulait qu'elle me prouve le contraire. Je voulais qu'elle se gare sur le parking de l'église et qu'elle vaque à ses occupations comme elle l'avait dit. Je me préparais même au moment où, plus tard, je devrais l'asseoir et admettre que je l'avais suivie. Je lui dis que j'étais désolé d'avoir douté d'elle, que mes insécurités avaient pris le dessus. Mais quoi? Rien n'aurait pu me préparer à ça. Environ 1 heure après avoir quitté la maison et garé ma voiture plus loin dans la rue, je l'ai vue sortir. Je me suis redressé, mais elle n'était pas habillée comme elle-même. Pas comme la version d'elle que je connaissais. Pas de chemisier pudique ni de jupe longue, rien à voir avec les vêtements simples et conservateurs qu'elle portait toujours en ma présence. À la place, elle portait un short plus court que tout ce que je lui avais jamais vu porter, et un débardeur moulant, une tenue que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai regardée, figée. Qui était-ce? Elle est montée dans la voiture nonchalamment, comme si elle l'avait fait 100 fois. J'ai démarré et je l'ai suivie, gardant plusieurs voitures derrière moi, évitant ses rétroviseurs. Mon esprit s'emballait, me submergeait de pensées indésirables. Peut-être faisait-elle juste des courses. Peut-être se changeait-elle pour la chaleur. Peut-être allait-elle aider quelqu'un qui habitait dans cette direction. Peut-être. Mais soudain, elle a pris un virage auquel je ne m'attendais pas. Dans un autre, elle roulait dans la direction opposée de l'église. Chaque 1 kilomètre plus loin, elle s'éloigna de l'endroit où elle avait dit qu'elle serait, et cela me serra la poitrine. Finalement, elle arriva dans un quartier calme que je ne reconnus pas. Une maison d'apparence modeste, pas celle de sa mère, pas celle d'une cousine, rien de familier. Elle se gara nonchalamment dans l'allée, comme si elle était à sa place. Puis un homme sortit. Je sentais mon pouls dans ma gorge tandis que je me penchais en avant pour l'observer. Il sourit en la voyant. Son visage s'illumina. Ils s'enlacèrent. Puis ils s'embrassèrent. Pas une accolade rapide, pas un bonjour poli, aucun espace entre eux. Aucune hésitation. Ils s'embrassèrent comme des gens qui se connaissent par cœur. Comme des gens qui se manquent, comme des amants. Je serrai le volant. Si fort que ma bouche devint sèche. J'eus l'impression qu'on m'avait versé de l'eau glacée directement dans le ventre. Ils restèrent là, se tenant l'un l'autre, sa main effleurant son dos, la sienne posée sur son torse. Confortable, familier, intime. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas nouveau. Et puis, comme ça, je me suis retourné, toujours serré l'une contre l'autre, et je suis rentré comme si c'était n'importe quel jour. Comme si c'était la routine. Comme si c'était sa vraie vie. Et moi, j'étais juste un fantôme dehors, observant la scène. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus penser. Mon corps tout entier était vide. Impossible de revenir en arrière après ce que je venais de voir. Une chose était douloureusement claire. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'était pas une passion subite ni un manque de jugement. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Leur façon de se toucher, leur aisance mutuelle, c'était une liaison de longue date. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. Tous les doutes, les timings bizarres, les excuses étranges, les histoires incessantes qui ne collaient pas vraiment prenaient soudain un sens parfait et esséurant. Elle menait une double vie, me mentant sur ses occupations, inventant des histoires entières d'aide aux personnes dans le besoin tout en entretenant une liaison sous mon nez. Mon premier réflexe a été d'appeler ma mère. Je ne peux pas l'expliquer. Juste cette envie soudaine et irrésistible de l'entendre. Pour me défouler, pour trouver un peu de réconfort dans ce qui m'était familier. Mais je me suis retenu, car je savais ce qui arriverait si je le disais à Paisley. Elle perdrait la tête. Elle appellerait Méline immédiatement, probablement en quelques secondes, par colère ou par incrédulité, et cela la mettrait sur la sellette avant que j'aie ce dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas me le permettre. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais découvert la vérité. Pas encore. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelque chose d'irréfutable, de concret. Alors, quand je la confronterais, ce ne serait pas une conversation, ce serait une conclusion. Alors je me suis mis au travail. Pendant les 2 semaines qui ont suivi,
j'ai canalisé chaque parcelle de mon chagrin et de ma rage dans une préparation silencieuse et concentrée. J'ai tout documenté, les dates, les heures, les schémas. Je l'ai suivi de nouveau, je les ai regardés se rencontrer, j'ai pris des photos, des captures d'écran. J'ai même réussi à accéder à son téléphone un soir, alors qu'elle était sous la douche. Ce que j'ai trouvé dans ses messages avec lui, avec Lincoln, ne laissait aucun doute. Entre-temps, j'ai rencontré un avocat. Nous n'avions pas de contrat de mariage et je devais être malin. J'avais travaillé trop dur pour me construire une vie stable et je n'allais pas laisser sa trahison la détruire. Mon avocat m'a exposé mes options. Nous avons discuté stratégie. Nous nous sommes assurés que j'étais couvert. Puis vint le soir. Le soir où j'ai décidé qu'il était temps. Je l'ai assise à la table de la cuisine. Je n'oublierai jamais à quel point elle avait l'air normale. Cheveux attachés, sweat à capuche sur la tête, feuilletant son téléphone comme si c'était une soirée comme les autres. « Méline », ai-je dit d'une voix aussi calme que possible. « Il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux, cligna des yeux et esquissa un sourire désinvolte. « D'accord, quoi de neuf ? Je suis au courant pour cette liaison. » Son expression changea instantanément. D'abord la confusion, puis l'inquiétude, puis ce qui ressemblait à un calme forcé. « De quoi parles-tu ? demanda-t-elle, le ton devenant plus nerveux. « Eden, je crois que tu es confuse. Ou plutôt, arrête. » Je la coupai doucement, mais fermement. Je sortis les photos imprimées. Elle et Lincoln dans son allée, bras dessus bras dessous. J'étalai les captures d'écran de leurs messages, les données de localisation de son téléphone, un compte rendu détaillé de ses mensonges. À chaque preuve que je glissais sur la table, son visage s'assombrissait un peu plus. Ses mains tremblaient. Elle cessa d'essayer de me couper la parole. Il n'y avait aucune issue, et elle le savait. Finalement, elle expira et dit doucement, « D'accord, oui, je le vois. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. C'était stupide, ajouta-t-elle rapidement. J'étais juste imprudente. Ce n'était pas sérieux. Je n'avais pas prévu que ça aille aussi loin. Lincoln, dis-je sèchement. Ton petit ami du lycée. Je le sais déjà. J'ai cherché des nouvelles de lui, j'ai trouvé tes messages, j'ai vu les photos. Elle a encore essayé de minimiser les choses. Je faisais juste l'idiot, Eden. Ça ne voulait rien dire. Je te jure que je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai secoué la tête, étudiant ma voix. Tu ne m'as pas seulement blessé, Méline. Tu as trahi tout ce que ce mariage était censé représenter. Tu m'as menti chaque jour. Elle avait l'air abasourdie, paniquée. Peut-être réalisait-elle pour la première fois le poids de ce qu'elle avait fait. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, répéta-t-elle. J'ai fait une erreur. Bon. Je ne pensais pas l'avoir interrompu. Je divorce. Elle s'est figée. Quoi ? Elle a murmuré comme si elle ne m'avait pas bien entendu. J'ai dit, je divorce. Sa bouche s'est entr'ouverte, les yeux écarquillés. Je pense qu'elle croyait encore pouvoir le faire tourner en bourrique. Qu'avec assez de larmes, assez de mots, assez d'excuses, je lui pardonnerais ou me laisserais influencer par ses excuses. Mais quand elle a compris que j'étais sérieux, vraiment, inébranlablement sérieux, quelque chose en elle a craqué. Le choc initial dans son regard s'est transformé en panique. Elle s'est mise à pleurer, m'agrippant par le bras alors que je me levais, me suppliant. « S'il te plaît, Eden, a-t-elle dit en larmes. Ne fais pas ça. Ne nous laisse pas tomber. Je changerai. Je ferai tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, on peut arranger ça. » Sa voix s'est brisée, son visage rouge et maculé de mascara. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je l'ai juste regardé. Fatigué, frigorifié, épuisé. Non, Méline, on ne peut pas, ai-je dit catégoriquement, parce que je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Ce mariage est terminé. Elle n'arrêtait pas de sangloter, de supplier, mais je lui ai dit calmement et fermement de faire ses bagages et de partir. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune place pour la confusion ou la manipulation. Je ne voulais rien laisser à l'interprétation, surtout avec l'influence profonde de nos familles sur nos vies. J'ai donc créé une conversation en groupe avec mes parents, Méline et sa mère. J'ai tout laissé tomber là-dedans. Chaque élément de preuve que j'avais, les photos, les textes,
la chronologie. Je l'ai disposée clairement et simplement. Pas de théâtre, juste des faits. Je voulais que la vérité parle d'elle-même et je le voulais préserver. Pas de chuchotement, pas de rotation. Je savais qu'une fois que les nouvelles ont frappé, les choses exploseraient et ils l'ont fait. Ma mère était livide, furieuse. Le genre de rage que je n'avais vu que plusieurs fois dans ma vie. Elle ne pouvait pas croire que la fille qu'elle avait considérée comme une fille m'avait trahi comme ça. Mais même dans sa fureur, elle a hésité parce que ensuite la mendicité, la mère de Paisley et Méline. Malgré les preuves, malgré la trahison, ils m'ont tous deux plaidé de reconsidérer, de pardonner, de regarder la situation dans son ensemble. Elle a fait une erreur, a déclaré sa mère. Une erreur. Ne laissez pas tout détruire. Vous étiez heureux ensemble. Ma mère a sonné, sa voix craquant. Les gens changent, Eden. Elle peut changer. Vous avez tous les deux toute votre vie devant vous. Ne laissez pas la colère être la chose qui termine. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Heureusement, mon père ne l'avait pas. Il se tenait ferme à côté de moi, la main sur mon épaule, la voix stable. Vous faites la bonne chose, a-t-il dit. Personne ne devrait rester avec quelqu'un qui triche. Peu importe ce qu'il dit après. Tu mérites mieux. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais cela ne s'est pas terminé là-bas. Une semaine après avoir déposé les papiers de divorce, Méline et sa mère se sont présentées à l'improviste à ma porte d'entrée. Je ne l'ai presque pas ouvert, mais quelque chose m'a dit de le faire face de front. Les yeux de Méline étaient gonflés, sa mère se tenant raide derrière elle. Je suis enceinte, Méline a été lâchée. Les mots frappent comme une gifle. Ma réaction immédiate était l'incrédulité. Je l'ai regardée dans un silence stupéfait. Tu es quoi? J'ai demandé. Je suis enceinte, a-t-elle répété plus douce cette fois. C'est le vôtre. Je ne crois pas. C'est à vous, a-t-elle insisté. Je ne suis avec personne d'autre depuis. Tu veux dire depuis l'affaire? J'ai cassé. Celui que tu as continué derrière mon dos avec ton ex? Vous vous attendez à ce que je prenne votre parole maintenant? C'est là que sa mère l'a perdu. Elle s'avança, pointant un doigt sur moi, les yeux flambants. Tu ruines sa vie, Eden, elle a crié. Elle porte votre enfant et au lieu d'être un homme, vous vous enfuyez comme un lâche. Savez-vous ce que ce stress lui fait après tout ce qu'elle a traversé? Après tout ce que j'ai vécu, j'ai dit, tu veux me faire la leçon? Plus tard dans la journée, Paisley m'a appelé. Sa voix trembla d'émotion. Eden, écoute-moi. Les enfants changent de choses. Ils rassemblent les gens. Ce bébé, cela pourrait être ce qui sauve votre mariage. Maman, j'ai commencé, mais elle m'a coupé. Elle m'a promis qu'elle ne tricherait plus jamais. Elle sait qu'elle a gâché, mais ce bébé a besoin d'une famille. Vous ne pouvez pas laisser votre fierté ruiner cela. J'ai été stupéfait. Elle m'a fait sentir que j'étais celle qui était cruelle, comme si j'abandonnais un enfant impuissant, comme si je jetais quelque chose de sacré. Quand je ne bougeais toujours pas, quand je lui ai dit à nouveau que j'avais fini, que je ne pouvais pas construire une vie sur la trahison et les mensonges. Elle est devenue silencieuse un instant. Puis sa voix basse et amère, a-t-elle dit. Si vous reportez cela devant les tribunaux et que si vous essayez d'empêcher cet enfant d'avoir les deux parents, je vais témoigner contre vous. Le moment venu, surtout lorsque la question de la pension alimentaire pour enfants a été soulevée, Paisley n'a pas hésité à poursuivre sa menace. Elle a dit carrément qu'elle s'assurerait que j'ai payé pour le bébé, que ce soit ou non à moi. L'ADN n'a pas d'importance, a-t-elle déclaré. La famille est une famille. C'était comme si quelque chose dans sa tête s'était cassé, comme si elle avait déjà décidé que cet enfant était son petit enfant et rien d'autre n'avait d'importance. Pas logique, pas la vérité, pas moi. Elle m'a regardé dans les yeux quand elle l'a dit, calme et certain. Et je savais tout de suite, elle ne se souciait pas de ce qui était réel. Elle se souciait de ce qu'elle voulait être réel. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Fidèle à sa parole, Paisley a témoigné contre moi lors de la procédure de divorce. Je n'ai jamais imaginé que quelque chose pourrait faire mal comme ça. Assis dans une salle d'audience en écoutant ma mère, la femme qui m'a élevé, parle pour défendre la femme qui m'avait menti, m'a trompé et détruit notre mariage. Elle a peint Méline comme confuse, perdue et fragile, pas trompeuse et délibérée comme je le savais. Ma mère a regardé le juge dans les yeux et a insisté pour que l'affaire de Méline ait été émotionnelle,
pas sexuelle. La mère de Méline a fait écho à la même histoire. Ils ont essayé de recadrer toute la trahison comme un délai innocent de jugement, une amitié qui est allée trop loin. Ils ont juré de haut en bas depuis que Méline et moi étions encore intimes au moment où j'ai découvert l'affaire, le bébé devait être le mien. C'était surréaliste, comme je regardais ma propre vie de l'extérieur. Peu importe ce que j'ai dit, peu importe ce que mon avocat a présenté, ils ont continué à pousser le même récit qu'il ne s'agissait pas d'infidélité. Il s'agissait de moi réagissant de manière excessive, à propos de moi abandonnant une femme et son enfant à naître. Mais heureusement, le juge n'est pas tombé amoureux. Il a jugé qu'aucune décision ne pouvait être prise concernant la pension alimentaire pour enfants ou la garde avant la naissance du bébé et qu'un test de paternité approprié ait été effectué. Jusque-là, tout était en attente. Cela ressemblait à une petite victoire silencieuse, un moment de clarté dans une tempête d'éclairage à gaz et de trahison. Je ne serais pas obligé de soutenir financièrement un enfant qui pourrait même ne pas être à moi. Pas sans preuve. Mais cette décision a allumé un feu sous eux. Paisley était furieux. Après le tribunal, elle m'a coincé dans le couloir. Sa voix froide et tranchante. Je souhaite que tu n'étais pas mon enfant, sifflait-elle. Si vous étiez un vrai homme, vous tireriez votre pantalon et assumeriez la responsabilité. C'est ton enfant. Je me fiche de ce que dit le test. Je suis juste là engourdi. Qu'est-ce que je devais dire à ça? Depuis des mois, elle a fait tout son possible pour salir mon nom. Lors des réunions de famille, sur des appels téléphoniques, dans de petites conversations tranquilles qui me retrouvent toujours le chemin, elle m'a peint comme le méchant. Le mari au cœur froid qui a abandonné sa femme pour une erreur. C'est l'histoire maintenant. L'histoire à laquelle elle s'accroche. Celui qu'elle insiste est vrai. Méline ne m'a pas trahi. J'ai détruit mon mariage. Parce que dans son esprit, tout cela n'était que l'erreur unique de Méline. Peu importe la preuve que j'ai présentée, peu importe à quel point j'ai établi soigneusement les faits, le calendrier, la preuve, Paisley s'est accroché à sa version de l'histoire comme c'était l'évangile. Dans ses yeux, j'étais le méchant. Le fils au cœur froid qui a détruit un mariage et abandonné une femme enceinte sur ce qu'elle a encore insisté était une erreur ponctuelle. Donc, vous pouvez probablement imaginer la satisfaction que je ressentais quand le jour est finalement venu. Le jour où la vérité est devenue indéniable. Méline a donné naissance à une petite fille plus tôt cette semaine. Dès que l'hôpital l'a effacée, nous avons fait le test de paternité. Je n'ai pas attendu. Je n'allais pas vivre dans les limbes une autre seconde de plus que nécessaire. Les résultats sont arrivés. Je n'étais pas le père, comme je m'y attendais. Quand j'ai partagé les résultats avec Méline, elle est tombée en panne. Pas seulement quelques larmes, elle s'est effondrée, sanglotant de façon incontrôlable. Elle a commencé à plaider, en disant des choses comme « S'il vous plaît, Eden, ne fais pas ça. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas d'elle. Tout le monde va tourner le dos à moi, sur elle, mes amis, ma famille. Vous êtes le seul à pouvoir arrêter cela. » Je me tenais juste là à la regarder. Une partie de moi était désolée pour elle. Je ne mentirai pas. Je pouvais voir la peur sur son visage, le désespoir dans sa voix. Mais cette sympathie n'a pas changé la réalité. Je suis désolé, dis-je, ma voix basse mais stable. Mais je ne peux pas faire ça. Elle n'est pas ma responsabilité. Plus maintenant. Méline a continué à appeler, a continué à envoyer des SMS, a continué à laisser des messages vocaux avec un tremblement, en larmes, s'il vous plaît me demander de reconsidérer, de faire la bonne chose. Finalement, j'en avais assez. J'ai fait un message public. J'ai aménagé tout ce que je n'étais pas le père de l'enfant de Méline, que le test de paternité l'avait confirmé et que je nettoyais l'air après des mois de difficultés. J'ai appelé les mensonges. J'ai appelé la trahison. Et oui, j'ai également appelé ma mère. J'étais fatigué d'être silencieuse pendant qu'elle continuait à soutenir la femme qui m'a trompé, m'a menti et a essayé de me piéger dans la paternité par culpabilité et honte. J'étais fatigué d'être le sac de coups de poing pour le récit. Et puis l'inattendu s'est produit. Paisley m'a appelé furieux. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Elle a crié au téléphone. Les gens tournent contre moi maintenant. Ils disent que j'avais tort de soutenir Méline, que je suis une mauvaise mère. Comment osez-vous m'humilier comme ça? J'ai presque ri de l'ironie. Elle m'a accusé de trahison après avoir témoigné contre moi devant le tribunal,
après avoir tenté de me forcer à élever l'enfant d'un autre homme. Après m'avoir appelé un lâche et dire que je n'étais pas un vrai homme. Maintenant que la vérité était publique et que les gens l'appelaient dans les commentaires, la mettant en messagerie en privé, même confrontant à son visage. Maintenant, elle ne pouvait pas le gérer. Les gens lui disaient qu'elle me devait des excuses, qu'elle devait être une meilleure parent, que j'étais moi qui avais été lésé, pas Méline. Et puis est venue la vraie explosion. Après cet appel, mon père m'a retiré quelques jours plus tard, l'air épuisé. Elle et moi nous sommes battus, dit-il, soupirant profondément. Un gros. J'ai demandé ce qui s'était passé. Il se frotta les tempes. Je lui ai dit, j'ai fini de la regarder vous intimider. Si elle ne lâche pas cette idée folle, essayant de vous culpabiliser en acceptant l'enfant de Méline, même maintenant, je pars. Il le pensait. Des années de soutien silencieux avaient finalement frappé un mur. Mon père avait tout regardé se dérouler. J'ai regardé son fils être trahi, manipulé, traîné dans un processus juridique humiliant. Et maintenant, il regardait sa femme s'accrocher à un fantasme qui ne s'alignait pas avec la réalité. Elle ne peut pas vous forcer à cela, a-t-il dit tranquillement. Pas quand ce n'est pas votre enfant. Pas quand ce n'était jamais. Cela fait 5 mois que tout s'est écrasé. 5 mois depuis que le test de paternité a confirmé ce que je savais déjà. 5 mois depuis que ma mère a choisi le déni de la vérité. Et juste le mois dernier, mes parents ont décidé de se séparer. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris, mais la vérité est que je l'ai vu venir. Ma maman, Paisley, a refusé de changer. En fait, elle a doublé. Elle est emmenée pour s'appeler grand-mère au bébé de Méline. Elle le dit avec fierté, comme si c'était un rôle sacré qu'elle a finalement gagné. Elle donne de l'argent à Méline chaque mois. De petites enveloppes silencieuses, transfert. Tout ce qui a besoin de Méline, ma mère fournit. Elle se porte même volontaire pour garder le babysitting, tenant cet enfant comme si elle était la réponse à une prière permanente. C'est comme si elle vivait enfin le rêve qui lui a été refusé il y a toutes ces années. Une fille, une petite fille, une famille de maquilleuses dans laquelle elle a choisi d'investir au lieu de son vrai. Pendant ce temps, mon père, il a fini. Il m'a dit que c'était inapproprié. Et c'est la façon dont ma mère s'est accrochée à Méline et à son bébé, agissant comme qu'aucune de la trahison ne s'est jamais produite, comme l'affaire n'a jamais brisé nos vies. Ce n'est pas seulement délirant. C'est irrespectueux. Ils se sont battus après le combat. Chaque fois qu'il la supplie de regarder ce qu'elle fait, de reconnaître à quel point c'est blessant, pas seulement pour lui, mais pour moi. Chaque fois, elle refuse. Elle ne prendra aucune responsabilité. Pas pour la trahison de la salle d'audience, pas pour soutenir Méline, pas pour rien. Et enfin, il en avait assez. Alors, mon père a déménagé. Il reste avec moi depuis quelques semaines maintenant. C'est étrange le voir ici, s'installer dans ma chambre d'amis, s'adaptant tranquillement à ce nouveau chapitre de sa vie. Nous nous asseyons et parlons la plupart des nuits, pas seulement du passé, mais de ce qui vient ensuite. Et maintenant c'est officiel. Cette semaine, il rencontre un avocat. Il va de l'avant avec le divorce. Lorsque mon père a finalement demandé le divorce de Paisley, ce n'était pas un acte impulsif. C'était le résultat de mois, des années de tolérance silencieuse, de se retenir pendant qu'elle a fait rouler les limites des gens et réécrit la réalité pour répondre à ses besoins. Il l'avait averti encore et encore, mais elle ne l'a jamais pris au sérieux. En fait, lorsque les papiers ont été servis, Paisley a ri. Je l'ai appelée une dernière fois pour m'assurer qu'elle comprend, mais elle était toujours sur son cheval. Il bluffe, m'a-t-elle dit froidement. Ton père pense qu'il peut m'effrayer pour reculer. Je le connais, Eden. Il ne le fait pas. Il essaie juste de jouer dur. Je n'ai pas répondu parce que je savais qu'il ne fallut pas. Pas cette fois. Le tribunal est manifestement que sa femme a été manipulée et qu'elle avait non seulement soutenu une femme qui avait trompé son propre fils, mais qu'elle avait menti sous serment lors de mon histoire de divorce. Documents, relevés bancaires, transactions journaux, preuve que Paisley avait canalisé de l'argent à Méline mois après mois. L'argent qui était sorti de leur compte partagé. C'était le revenu de notre ménage. Il a dit au juge, je suis à la retraite. Cet argent était censé être pour nous, pour l'épicerie, les factures, les frais de subsistance, et non pour financer l'ex-femme de mon fils et son enfant. Paisley a essayé d'interjeter, a essayé de la faire tourner en tant que charité,
en tant que grand-mère, mais mon père n'a pas bougé. Des faits malheureux dans son témoignage lors de mon divorce. Boîte. Elle a loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a essayé de donner l'impression que c'était son choix, qu'elle voulait de l'espace, un nouveau départ. Mais il était évident qu'elle se débattait. Et cette image à laquelle elle s'était accrochée si étroitement. La fille parfaite, le petit enfant, la famille fantastique s'est effondrée rapidement. Méline a cessé de lui parler complètement. Pas une seule image, pas un appel téléphonique, rien. Ma mère, qui s'était vantée une fois d'être grand-mère, ne savait même pas où se trouvait son petit enfant supposé. Et juste comme ça, Méline a disparu de sa vie, laissant Paisley exactement où elle avait laissé tout le monde seul. Cela n'a pas pris longtemps après cela. L'argent qu'elle a obtenu du divorce, le fonds de retraite, sa part de la maison, il a commencé à courir à sec. Le loyer, les factures, les dépenses pour lesquelles elle n'avait jamais prévu. Bientôt, son argent s'est épuisé. Ce fut une soirée tranquille lorsque mon téléphone a sonné. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le nom clignoter sur l'écran. Maman. J'ai hésité un instant. J'ai envisagé de le laisser sortir, laissant sa voix aller à la messagerie vocale comme si je l'avais eu tant de fois avant. Mais quelque chose à ce sujet, peut-être que le silence dans la maison, peut-être juste une curiosité morbide, m'a fait glisser pour répondre. Sa voix à l'autre extrémité était fragile, fragile. Eden, dit-elle presque dans un murmure. Pouvons-nous parler? Je n'ai rien dit. Je viens d'écouter. Je n'appelle pas pour me battre, a-t-elle ajouté rapidement. J'ai juste besoin d'aide. Les choses n'ont pas été faciles ces derniers temps. L'argent a disparu. Le loyer est dû la semaine prochaine. Et je n'ai nulle part ailleurs pour me tourner. Sa voix craqua. Je pouvais l'entendre essayer de retenir les larmes. J'ai fait des erreurs. Je sais que je l'ai fait, mais je suis toujours ta mère. S'il vous plaît, Eden. Avant de pouvoir répondre, mon père, qui venait de la cuisine, avait vu le regard sur mon visage et m'a demandé tranquillement, c'est elle? J'ai hoché la tête. Sans attendre la permission, il s'est avancé, a attrapé le téléphone de ma main et l'a mis à son oreille. Son ton était de la glace. Oh, maintenant tu veux de l'aide, il a cassé. Après tout ce que tu as fait, je pouvais entendre sa voix légèrement à travers le haut-parleur, essayant de le supplier, mais il la coupe durement. Vous voulez de l'aide? Allez le chercher de votre fille parfaite, celle pour laquelle vous avez jeté notre fils. Vous avez choisi cela plutôt que votre propre famille, grogna-t-il, sa voix se levant à chaque mot. Puis, froidement, amèrement, il a donné le coup final. Vous avez choisi ça maintenant, allez chercher de l'aide. Paisley travaille maintenant le quart de matin dans un petit restaurant local au large de l'autoroute. Le genre d'endroit avec des lumières vacillantes, des cabines en vinyle fissuré et un menu de tableau noir. Je suis entré une fois, pour ne pas la voir, juste passé, et elle était là dans un uniforme bleu pâle, essuyant une table avec des mains tremblantes. Elle ne m'a pas vu, ou peut-être qu'elle l'a fait, et ne pouvait tout simplement pas se résoudre à dire quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, je suis sorti. C'est étrange. Ma mère, qui organisait autrefois des dîners somptueux et obsédée par des centres de table floraux lors de mon mariage, passe maintenant ses journées à verser du café pour les camionneurs et à racler le loyer. Elle s'en fait à peine et il ne reste plus personne pour la renflouer. Pendant ce temps, la vie de mon père ne pouvait pas être plus différente. Il vit avec moi maintenant dans la maison que nous avons achetée ensemble après avoir vendu son ancienne place. C'est calme, paisible. Il est finalement détendu, quelque chose que je n'aurais jamais pensé revoir en lui. Sa vie est sécurisée, bien court, grâce à moi. Il ne le dit pas souvent, mais je sais qu'il est reconnaissant. Parfois, nous nous asseyons en silence sur le porche, et il me donnera juste ce look, ce signe de tête calme et fière. C'est suffisant. Méline, en revanche, marche son propre trop serré. Elle a accouché à nouveau il y a quelques mois, cette fois un petit garçon. J'en ai entendu parler par des connaissances mutuelles. Le père nulle part pour être trouvé. Et sans surprise, elle n'a pas demandé la pension alimentaire pour enfants. Peut-être qu'elle ne sait pas comment. Peut-être qu'elle ne veut pas. Ou peut-être qu'elle espère juste que quelqu'un d'autre interviendra. Que quelqu'un qu'elle pensait clairement être moi. Elle a appelé il y a quelques semaines. Je l'ai laissé sonner la première fois. La deuxième fois que j'ai ramassé, j'ai pensé que je lui donnerais la décence d'une réponse directe.
Eden, dit-elle presque doucement. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. Je suis vraiment en difficulté et j'ai pensé peut-être pour le bébé. Je l'ai coupé. Pas mon enfant, dis-je. Pas mon problème. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. Elle n'a pas appelé depuis. Maintenant, c'est juste moi et mon père. Deux hommes qui ont été mentis, manipulés et rejetés par la même femme et par le même catalyseur de femmes. Nous avons divisé les tâches. Nous cuisinons le dîner ensemble. Nous réparons les choses autour de la maison, un projet à la fois. Nous vivons en paix. Et de temps en temps, je repense au chaos, aux trahisons, à la salle d'audience, aux mensonges et je ne ressens que du soulagement.